Donc effectivement, on a évoqué avec Emmanuel Le Graff qu'en clôture de votre séminaire de travail, je vous fasse une intervention pour partager mes réflexions que j'amène sur la scène nationale ou internationale, donc autour de la problématique de la complexité, en particulier dans le contexte des villes, ce qu'on appelle donc les villes du futur, les villes d'aujourd'hui qui évoluent et qui changent. Et donc on a appelé mon exposé la révolution des usages pour la construction de la ville du futur. Et j'ai rajouté dans un monde qui change, parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est comprendre et les anticiper, tant qu'à faire, les mouvements. Et ces mouvements qui sont effectivement source d'ailleurs de beaucoup d'incertitudes, de beaucoup de fragilité. Et dans le cas des villes, on le voit d'assez près parce que ce sont donc des lieux forts de l'agrégation des hommes. Donc, je vais commencer par un schéma que j'aime bien présenter avec cette petite animation parce que ça permet un peu de situer à l'échelle humaine, donc au moins 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est la période qu'on appelle de l'Holocène, donc après les dernières glaciations, quand l'homme donc est devenu chasseur, et qui ensuite est venu sédentariser jusqu'à aujourd'hui, agrégé donc et dans des grands territoires, donc qu'on appelle les villes. Et dans ces schémas-là, c'est assez frappant donc comment, en fait, sur une toute petite période de l'humanité, et on est passé donc, vous voyez, des 2 milliards d'habitants à ce que nous sommes aujourd'hui, un peu plus de 7 milliards. Donc c'est vraiment à l'échelle donc du temps extrêmement court, le phénomène donc de dégradation humaine, avec ce qui est aujourd'hui, notamment donc, le rapport du GIEC, prix Nobel de la paix en 2010 avec Al Gore, l'a signalé déjà depuis un certain temps, le fait qu'en même temps l'activité humaine, dans la même période très très courte, elle est passée quand même aujourd'hui, depuis le mois de mai 2013, la barre des 400 particules par million, donc ce qu'on appelle la concentration de particules polluantes et dangereuses pour l'humanité, dans un seuil de 400, donc c'est la première fois que ça produit dans l'histoire de l'humanité depuis les dinosaures, mettant donc en danger, quasiment de manière irréversible, la vie humaine sur la planète. C'est-à-dire que si on continue à ce rythme-là, des croissances, de la pollution est liée à l'activité humaine, parce qu'en fait c'est l'activité humaine qui est... Donc nous mettons très aisément en danger, je dirais, l'avenir de l'humanité. Donc c'est intéressant de se situer quand on parle de villes. J'aime bien faire des grands zooms, hein, pour un peu se décaler un peu et sortir de notre eurocentrisme, hein, puisque effectivement on a une petite tendance parfois à rester dans nos problématiques et le monde est bien plus vaste que celle-là. Et donc quand on voit à l'échelle, je dirais, des moins 50 ans et plus 50 ans, cette masse aujourd'hui des plus de 7 milliards d'habitants et qu'on la projette à 2050, donc arrivant globalement à 10 milliards d'habitants, on voit effectivement que la vie sur Terre, en fait, quand nous sommes ici sur le continent européen, vous voyez que sur une centaine d'années, donc notre arc de croissance en termes démographiques, quand même, il est plutôt tout petit, hein, c'est plutôt plat, donc on est plutôt entre 500 et 600 millions. Quand on a donc des continents en croissance très forte, donc quand on observe l'Asie, la courbe de croissance de l'Afrique, voire donc celle de l'Amérique latine, donc ça permet un petit peu de situer des nouveaux changements et surtout cette période que nous vivons dans l'humanité d'une très grande bascule. J'aime bien montrer également ce schéma-là parce qu'on peut observer donc comment dans une petite partie de l'humanité, c'est-à-dire de la planète Terre, pardon, donc l'Asie, il y a plus de monde qui habite dans cette partie de la planète que partout ailleurs. Donc ça fixe un peu les idées, quoi, parce que quand vous regardez ce qui se passe dans cette partie de la planète, donc vous reconnaissez l'Inde, la Chine, l'Asie, le Japon, etc., et que vous comparez avec tous les restes des territoires, ben, il y a plus de monde qui habite ici que plus de monde qui habite ailleurs. Donc ça calme un peu les esprits, ça nous amène un peu à dézoomer, ça nous amène un peu à nous décaler, ça nous amène un peu à réfléchir sur donc, la bascule que l'on est en train de vivre. Le XXIe siècle est un siècle de bascule, est un siècle des changements, est un siècle des bouleversements qui ne fait que commencer. On est loin encore d'être allé au bout des changements et des mutations qui se produisent en profondeur. Ces mutations, bien entendu, il y a les mutations démographiques, puisque donc quand on voit qu'effectivement dans les schémas précédents, dans une petite partie de la planète, c'est concentré aujourd'hui plus du monde qu'ailleurs, ça correspond, donc si on fait une projection aujourd'hui à 2050, ben vous observez en fait que sur les 6 premières puissances démographiques,
bah, il y a peut-être une encore occidentale, donc les États-Unis d'Amérique, avec donc Hollande avec presque 1,7 milliard d'habitants. Donc la Chine 1,3 milliard, parce que la politique géographique de la Chine de l'infra unique a fait que l'Inde, donc on dépasse la Chine très vite, dans même pas 5 ans. Des pays comme le Nigeria qui deviendront de la puissance démographique, hein, j'en parlerai tout à l'heure, donc de sa capitale Lagos et la manière comme ça se développe. Et vous voyez donc le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh. Voilà, donc c'est intéressant de situer parce que ça nous permet un peu de positionner non seulement les changements et les mutations que nous vivons au niveau démographique, mais également les nouveaux pouvoirs économiques, les nouveaux pouvoirs de régulation, les nouveaux centres d'attractivité au niveau du monde, d'autres manières de vivre aussi qui se positionnent, et également des interactions socio-économiques et démographico-politiques qui se positionnent aujourd'hui. Quand vous voyez donc ici dans ces schémas-là, à l'horizon donc rien que de 10 ans, donc à 2020, un autre monde économique est en émergence. Donc aujourd'hui, les États-Unis céderont la place donc à la Chine qui deviendra la première puissance donc économique. Et vous regardez ici, par exemple, le poids des l'Inde, le poids du Japon. Vous voyez la France donc dépassé au même titre que les UK par le Brésil, par exemple. Vous voyez. Donc l'arrivée du Mexique. Donc c'est important, je dirais, de bien comprendre que c'est un siècle de mutation, le 21e. C'est un siècle de bouleversement et de changement qui n'est pas lié à la démographie, mais qui est lié également à ce que j'appelle les basculements, en fait pas que moi, ce que nous appelons les basculements, donc de l'axe ouest-nord-ouest vers donc l'axe est-sud. C'est un changement donc relativement irréversible. Là. Donc on est sorti de la guerre froide, après la chute du mur de Berlin, on a assisté à la naissance donc d'un monde multipolaire, comme on l'a appelé Überwetterung, et aujourd'hui on assiste donc à la création non seulement de ce qu'on appelle des nouveaux pôles émergents, mais vraiment des économies qui prennent forme. Quand vous voyez par exemple, pas plus tard que la semaine prochaine, dans 15 jours, quand les grands géants de l'informatique chinois, Alibaba, va s'introduire à la bourse de New York, donc qui on aurait dit il y a 20 ans que vous auriez aujourd'hui les premiers concurrents d'Amazon qui aujourd'hui dominent les marchés d'e-cloud, le marché d'e-shopping, les marchés d'e-commerce, qui est en avance sur son temps, qui a construit des nouveaux modèles économiques uniquement basés sur les services et les usages. Et que le concept d'Amazon, des services et des usages autour du commerce électronique et de la proximité, a inventé le cloud, parce que ça a été plutôt dans ce sens-là. Donc c'est Amazon qui a, pour pouvoir amener les services de proximité, pour qu'on clique et dans la 24 heures qui suivent, on soit avec son bouquin ou avec sa jardinière ou tout ce qu'on veut, qui aurait dit il y a 20 ans que les premiers concurrents qui allaient se positionner, ça serait donc un géant chinois, Alibaba, et en plus, donc, il rentre à la bourse de New York, et dans ces buts-là, par exemple, donc, la République populaire chinoise a autorisé pour la première fois des sociétés privées, parce qu'Alibaba est une société privée, à créer des banques. Donc ils vont créer une banque qui sera les supports financiers de l'ensemble des transactions. Donc ça montre bien ces systèmes de dérégulation. Quand on voit aujourd'hui le monde des réseaux sociaux au niveau de l'usage, il est dominé par Facebook, il est dominé par Twitter. Donc je l'avais dit il y a 2 ans, je suis allé en Chine à plusieurs reprises. J'ai voyé la puissance qui représente ce qu'on appelle WeChat, c'est-à-dire l'équivalent du Twitter, qui est bien plus développé au niveau de beaucoup plus de fonctionnalités d'usage. Et le jour où Weibo déferlera en Occident, certainement en termes d'usage, il va prendre également des parts, des positionnements importants. Donc c'est ça les bouleversements. Donc je l'avais dit il y a 2 ans, aujourd'hui c'est en cours de s'introduire. Donc, et on peut continuer à faire la liste de manière assez longue. C'est important de situer que le monde des usages, le monde de la concentration urbaine, le monde de la naissance de ce qu'on appelle les villes globales, les villes-mondes, les concepts qu'a développé notre ami Saskia Sassen, sociologue donc, d'origine argentine qui enseigne à l'Université de Columbia, en fait une citoyenne du monde. Elle a développé ce concept des villes globales, des villes-mondes. C'est-à-dire que le monde il n'est plus un village planétaire comme on a cru que ça allait être le cas de l'arrivée d'Internet, mais on a construit aujourd'hui des nouveaux centres de pouvoir, des pouvoirs économiques liés à l'urbanisation et à la mégalopolisation, à la métropolisation du monde, qui obéit à des nouveaux changements en profondeur également dans les comportements qui dépassent parfois les États-nations. Quand on observe donc qu'à l'échelle de la planète, les grandes concentrations nous amènent aujourd'hui à un monde que, donc, en moins de 100 ans, est passé des 30% donc, rural. Aujourd'hui, en Europe, on est à 72% urbain.
dans la moyenne, on est à 50% donc urbain, et des pays continents comme l'Inde, qui étaient des pays donc extrêmement ruraux, extrêmement peu développés par rapport aux villes, même pas à l'horizon donc des 10 ans, la majorité de la population de l'Inde, donc on voit que c'est la première puissance démographique à l'échelle des 10-15 ans, est une population urbanisée. Et quand on dit urbanisée, donc c'est l'agrégation dans des villes. Avec cette problématique complémentaire, il s'agrège donc dans ce qu'on appelle les mégalopoles. Je rappelle que le concept de mégalopole, donc au français, issu donc dans les années, entre les années 60 et 70, visait différencier les particularités, les spécificités, les concentrations humaines pour satisfaire des besoins dans des territoires de l'ordre de 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, le concept de mégalopole à 12 millions d'habitants, c'est la plus petite concentration en mégalopole. C'est à peine la région d'Île-de-France. En fait, ça sera à peine les Grands Paris. Une fois que les Grands Paris donc, sera construit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, Tokyo, Mexico DF, Mumbai, Sao Paulo, etc., on est en train de parler des concentrations humaines des 30-35 millions d'habitants. Comme vous avez vu, à Mexique, c'est 30 millions d'habitants. C'est 2/3 dans son seul territoire de la population française. Tokyo, j'y serai demain soir, non, lundi soir, c'est 30 millions d'habitants. Et les couloirs qui relient Tokyo, par exemple, et aux villes des proximités qui sont autour, donc au Kyoto, je ferai Tokyo-Kyoto pour assister à la conférence asiatique des villes intelligentes. Rien que ces couloirs, qui ne fait même pas 5 km, multiplient presque par 1,5 à la population. Toutes les études aujourd'hui d'impact, en France par exemple, 4/5 de la population française est regroupée dans 1/5 du territoire. Les pouvoirs d'attractivité d'une ville, c'est de l'ordre d'une centaine de kilomètres. C'est-à-dire ce qui se passe dans une ville, elle se répercute sur une centaine de kilomètres. C'est-à-dire qu'à l'échelle française, donc les études qui ont été faites l'année dernière, publiées, montrent qu'il y a à peine 5% de la population française qui échappe au pouvoir d'attractivité d'une ville. Donc, d'où ce concept des villes-mondes, des villes globales, puisque aujourd'hui, si certaines villes étaient un pays, leur PIB serait vraiment supérieur à certains pays. Donc si New York, si Tokyo, même si Paris donc, était un pays, le PIB de Tokyo, le PIB de New York est supérieur au PIB de la Suède, de la Belgique, de l'Espagne, par ailleurs. Donc c'est quelque chose, je dirais, qui est une irruption au XXIe siècle, qui va au-delà des villes connectées, parce que ce sont de nouveaux usages, de nouvelles manières de concevoir et de produire. Et on observe également donc, des capacités régulatoires et des connexions et d'hyperconnexions entre villes qui dépassent, donc, je dirais, même les capacités régulatoires des États. Les liens qui existent aujourd'hui, par exemple, j'ai été avec les maires adjoints de Paris la semaine dernière dans une conférence qu'on donnait ensemble, et on parlait, par exemple, les liens qui unissent aujourd'hui la ville de Paris et la ville de San Francisco. C'est des liens plus forts que ce qui unissent la ville de Paris avec la ville de Nice. Et même avec la ville de Toulouse, même si aujourd'hui la couleur politique de Toulouse, à l'heure actuelle, donc ces samedis avant les élections, est la même. Donc, ce n'est pas une histoire des couleurs politiques, c'est le fait qu'il y a des pouvoirs régulateurs. Saskia Sassen appelle ça les premiers anneaux, le deuxième anneau, les troisième anneaux. C'est-à-dire que quand vous avez la hyperconnectivité socio-économique entre Paris et San Francisco, derrière on a d'autres phénomènes qui sont plus phénomènes aujourd'hui, ce sont d'autres caractéristiques propres de ce qu'on appelle donc la capacité d'attractivité de ces villes-territoires. C'est-à-dire que San Francisco donc, impacte non seulement la baie de San Francisco au niveau urbain, mais elle va impacter jusqu'à la Silicon Valley, où je trouve quand même une grande partie de la recherche américaine, et notamment les startups, donc toute la zone de la Silicon Valley, Palo Alto, San José, etc. Et les pouvoirs d'attractivité également de la région parisienne, dans laquelle vous concentrez aujourd'hui sur les croisants sud de l'Île-de-France, pratiquement la moitié de la recherche scientifique française, qui va donc de Versailles à Saint-Quentin jusqu'à l'autre côté, Évry, en passant par Orsay, etc. Donc c'est pour ça que les liens entre San Francisco et Paris sont plus forts, parce qu'en même temps, ils s'entraînent à cette capacité d'attractivité qui est très forte, ils créent d'autres liens qui, eux, vont à leur tour donc rayonner, et sont plus forts que Paris et Nice, bien qu'à Nice, il y ait Sofia Antipolis. Mais ils vivent sur deux paradigmes de nature différentes. Voilà. Donc, je dirais, tout cet bouleversement qui s'est produit aujourd'hui sur nos cieux et qui appelle donc ce qu'on appelle l'importance, je dirais, du rôle des villes, ou dans lesquelles aujourd'hui une ville métropolitaine et une ville mégalopole comporte aujourd'hui plus de pouvoir en termes exécutifs et de décision parfois qu'un chef d'État. Et donc, c'est extrêmement intéressant la manière comme ça. Alors,
De l'autre côté, tout ça c'est dynamique, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, quand on voit la couleur de points, on observe que sur cet axe effectivement, donc est et sud, les points en rouge, c'est-à-dire les mégalopoles, sont celles qui ont une croissance de plus de 3%. Donc on voit que cette tendance, c'est-à-dire des croissances des mégalopoles, donc vous prenez par exemple ici Rio de Janeiro et Sao Paulo, il faut savoir que Sao Paulo représente aujourd'hui une mégalopole de l'ordre donc des 17 millions d'habitants dans sa partie, je dirais, territoriale, plus l'attractivité qui est autour, et Sao Paulo comporte 25% du PIB, donc de l'ensemble du Brésil qui devient donc la 5e puissance mondiale. Voilà. Donc on voit effectivement ces axes-là, Singapour, Mumbai et le couloir, voilà. Donc tout ça nous amène à l'importance de la ville territoire, à la ville agrégative, à ce que j'appelle la ville vivante. Ce que j'appelle la ville vivante, c'est un concept sur lequel, donc, c'est assez mondial. J'ai modestement m'implique énormément avec un certain nombre de collègues au niveau international, parce que on n'est pas, je dirais, dans la conception technocratique, dans la conception qu'on appelle donc technocentrique, et dans la définition de la Smart City, la ville intelligente, voilà. Nous, on considère d'abord qu'au point de départ, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que la ville devient un lieu, donc un lieu pivot, un lieu majeur, et que la ville avant tout, donc, quel qu'elle soit le continent, est un lieu de vie. Voilà, donc on n'est pas dans cette mouvance, je dirais, froide des Smart City et technocratiques qui voient la ville comme un logiciel, qui voient la ville comme un élément de simulation, qui voient la ville intelligente comme une agrégation des capteurs qui vont tout nous donner comme information. Et une fois qu'on a remonté plein d'informations, l'intelligence se fera quasiment toute seule par des géniaux, des ingénieurs qui vont faire de la simulation, ils vont nous programmer comment la ville vit en mieux. Donc moi j'ai dit, et il est dangereux d'utiliser les termes smart partout, d'autant plus que c'est une mauvaise déformation de l'américain, parce que smart, c'est pas l'intelligence en tant que telle, c'est plutôt le côté futé. C'est le côté futé, c'est le côté astuce, c'est le côté, je dirais, et de capacité de s'adapter. Donc on parlait que l'intelligence, avec les professeurs Henri Bismuth hier à Paris, président de l'Académie des chirurgies, donc qui travaille tous les jours avec les humains et avec les systèmes vivants. Donc je viens de faire une publication avec lui justement sur la ville comme système vivant par rapport à tout ce qui est pollution et transport, qui est aujourd'hui un point dur. Et donc on disait que considérer la ville comme un lieu de vie, comme un organisme vivant, ça permettait de ramener à sa juste valeur donc cette notion d'intelligence qui est in fine en réalité la capacité à être adaptatif dans un monde qui change. L'intelligence est toujours très relative. C'est pour ça que je ne fais pas partie de ceux qui s'égosent, on va dire, avec les QI d'une ville. Voilà, telle ville est plus intelligente que l'autre. Parce que tout ça n'est que contextuel. L'intelligence, elle est contextuelle. L'intelligence, c'est notre capacité à s'adapter à des situations qui changent. Et si vous lisez le numéro de la revue Science, donc du mois de mars aux États-Unis, il y avait tout un numéro excellent qui était consacré justement à cette notion d'intelligence. Et il disait très bien, il y a juste titre, ce n'est pas parce qu'on est intelligent que ça nous évite d'être stupides. Donc, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il faut contextualiser cette notion d'intelligence, y compris quand elle est traitée à outrance au niveau des villes. Et je préfère, donc, plutôt que, voilà, les smart... Ça, j'ai pris Amsterdam, voilà. Donc, les smart zones, voilà. Là où il y a des coffee shops partout, donc, voilà. Donc, je dis, la ville, c'est pas une vision, c'est pas... Voilà, c'est pas pour s'égosser, c'est vraiment des endroits où les hommes et les femmes s'agrègent pour vivre et assouvir donc des besoins de la ville. Donc avant tout, ce qui nous intéresse à nous tous, ce n'est pas vendre le logiciel et vendre une simulation et vendre nos réseaux et vendre nos capteurs, d'autant plus que les effets des modes technologiques vont très vite. La durée d'une technologie est de l'ordre des 3 ans, parce qu'après on passe à la technologie suivante. Donc ce qui nous intéresse dans la ville, en fait, c'est la capacité à générer. La seule chose qui intéresse aux citoyens, à nous tous, c'est la qualité de vie dans une identité territoriale. Voilà. J'ai de la qualité de vie dans ma ville et en plus je m'identifie avec ma ville, je suis fier de ma ville, je suis content de ma ville, j'appartiens à ce territoire dans lequel j'éprouve du plaisir à y être et en plus après la fierté de dire que je suis là. Voilà. Ce sont les deux choses essentielles aujourd'hui qui sont donc, quelle qu'elle soit l'échelle, métropolitaine, urbaine ou concentration donc des petites villes, placer l'humain au centre, parce qu'en fait,
quand on dit que la ville est avant tout un lieu de vie, ben, il faut aller jusqu'au bout dans cette logique-là pour redonner sa place à l'humain. C'est pour ça que moi, je parle plutôt que des smart cities en tant que telles, je préfère parler des smart citizens, c'est-à-dire l'intelligence et l'adaptativité, elle est dans les citoyens, c'est les smart citizens, c'est eux qui ont la capacité à construire dans un environnement donc complexe les notions donc d'identité et des qualités de vie avec l'ensemble de ce qui constitue donc les acteurs de la ville de toutes sortes. C'est pour ça que moi, j'ai mes bas donc, pour ce concept-là qu'on appelle la Live in City. J'ai présidé la conférence mondiale, donc Live in a Living City, qui a lieu à Paris tous les ans. La prochaine, c'est le 23 juin, donc à Paris. Et c'est une conférence mondiale qui s'appelle Live in a Living City parce qu'elle agrège l'essentiel de la communauté mondiale qui partage cette vision que la Smart City, c'est avant tout une ville vivante, c'est-à-dire la capacité à observer et à travailler la ville et s'imprégner d'elle dans l'ensemble de ses composantes. L'ensemble effectivement social, l'ensemble écologique, puisque nous sommes dans une planète qui est en danger, je l'ai dit en introduction, l'ensemble social, parce que c'est les citoyens qui doivent être au centre, la culture, parce qu'il n'y a qu'un monde dans lequel l'éducation prise dès très tôt permet de transformer les mentalités, l'économie, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui obéit à des lois économiques et même très fortes et rigoureuses, dans un monde concurrentiel, dans lequel les villes, elles se concurrencent même entre elles, en dehors donc les entreprises, et surtout, parce qu'on a tendance à l'oublier, le fait que nous vivons tous en tant que système vivant et la ville parmi elles, donc avec une très grande fragilité, et j'ai donc mis en exergue cette notion de résilience, c'est-à-dire la capacité à assurer une continuité de service, quels que soient les traumatismes qu'on peut subir, et on sait que les villes par définition, comme les humains, donc ce sont des territoires, des vies extrêmement fragiles. Rien ne suffit pour complètement chambouler la vie d'une ville, une chute des neiges, un accident, un mouvement social, un attentat. On le voit dans les cours de l'histoire et tous les jours. Donc, comment cette fragilité et cette impermanence fait partie, je dirais, de l'ADN de la ville. Et on a tendance à oublier l'importance d'être la résilience. C'est pour ça qu'on s'inscrive, nous, dans cette démarche, considère la ville comme un système complexe. Un système complexe, donc, quand ça a été modélisé par tous ceux qui travaillent sur la complexité, tout système complexe obéit à deux vecteurs principaux, donc la nécessité et les hasards. Voilà, quel que soit le système complexe. Donc, la nécessité, ce sont les besoins, les usages. C'est pourquoi quelque chose donc, existe et se développe. Mais un système complexe, un système vivant, en même temps, il est traversé en permanence par les hasards. Parce que tout peut changer à tout moment. C'est pour ça que l'intelligence, elle est la capacité qu'on peut avoir chez quelqu'un à s'adapter aux changements qui peuvent survenir à tout moment, à considérer que tous les environnements dans lesquels nous sommes, ils ne sont jamais figés, que nous vivons dans une courbe de temps qui en plus, donc, elle est pas seulement donc, le temps chronologique, mais c'est le temps également, donc, dans l'essence grecque du terme les kairos, c'est-à-dire le temps de la création des moments opportuns. C'est-à-dire c'est pas uniquement des minutes qui défilent, c'est également donc, des opportunités qui défilent dans un monde lui-même qui change parce que les contextes global changent. Donc je dis, la ville en tant que telle, la ville vivante, la ville fragile, est une ville avant tout contextuelle. Quel qu'il soit l'endroit où nous sommes au monde, bien qu'il y a ce que j'appelle des invariants, je vais parler tout à l'heure, la manière comme on appréhende la ville et comme on apprend de ses besoins et usages n'est absolument pas la même. Je fais partie de ceux qui se déplacent pratiquement tous les mois dans 5 continents différents. Et il est certain que quand j'étais à Hanoï en mois de décembre, les usages de l'espace public à Hanoï, c'est pas les mêmes qu'il y a à Paris ou à Amsterdam ou à Londres ou à Rio. À Hanoï, à partir des 17h, et ben les trottoirs n'existaient plus. Ils sont pris par les gens qui sortent les petits tabourets de chez eux, les maisons à double cour. Ils s'installent pour jouer au mahjong. Ça vit dans la rue, donc ça vit dans les trottoirs. Et à partir de 18h30, il y a certaines personnes qui sortent le poulet, l'attachent à un arbre, lui coupent la tête, ils mettent des fagots, ils le font cuire et ils le font à bouffer pour tous les gens qui jouent au mahjong. Et donc c'est pas la peine de considérer le trottoir comme un lieu de ces sujets-là. Et qui aujourd'hui est bouleversé dans les usages parce que donc ce sont des villes qui, étant développées de plus en plus avec des programmes de ce que j'appelle les miroirs flous, c'est-à-dire vouloir vivre comme un Occident, donc avec des tours, avec des grands bâtiments, avec des parkings dans les sous-sols, etc. Parce qu'il y a une vision de croissance économique, un miroir flou, c'est-à-dire de vouloir vivre comme un Occident en étant propriétaire des maisons et en avoir une bagnole et tant que faire
plus grande. Donc du coup, ça modifie. Et les jeunes, du coup, ils se déplacent avec des véhicules ou avec des motos. Et donc le conflit des usages, il vient du fait de où garer tout ça. Et donc vous prenez des photos des Hanoï, entre les gens qui sont dans les trottoirs en train de jouer au mahjong ou en train de discuter, etc. Et les jeunes, donc les ados, entre 15 et les jeunes adultes, 25 et 30 ans, qui ont des deux roues, mais ce sont des abeilles qui colonisent également le trottoir. Voilà. Ça, c'est des problématiques différentes qui n'ont rien à voir avec des problématiques que nous traitons ici. Et toute démarche d'aménagement urbain doit tenir compte de ça. Dire aux gens, voilà, vous allez partir à 30 km, comme si à Paris, on partait à Évry, on va vous mettre dans des tours, et là, vous allez être propriétaire des appartements. Donc, c'est reproduire des modèles, je dirais, qui vont à l'encontre de la contextualisation qui est propre. Et quand vous êtes à Rio et que vous dites à Rio, voilà, on va faire des autolibres parce qu'on va partager des véhicules électriques et donc du coup on va tous bénéficier des mutualisations et on va raisonner usage par rapport à la mobilité et donc c'est plutôt le partage non pas de la voiture, de la mobilité, c'est-à-dire que la voiture est un élément parmi d'autres avec les partages des vélos et qu'à Rio les gens ils vous disent mais attendez, nous on est une classe émergente, une classe moyenne parce qu'on était pauvres il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a un certain nombre de politiques sociales qui ont fait qu'il y a aujourd'hui une classe émergente, une classe moyenne et cette classe moyenne a donc leur manière de montrer leur ascension sociale, c'est leur appart ou leur bagnole. Et les bagnoles, tant qu'à faire, garées devant chez eux. Donc ils disent, pourquoi tu veux que moi, ayant travaillé dur maintenant que je suis classe moyenne, j'ai une voiture, pourquoi tu veux que je la partage? Donc moi, ce qu'il me faut, c'est des caméras partout pour éviter que me la pique et que les gens ne s'approchent pas. Vous voyez, donc on est sur deux démarches paradigmatiques différentes. Un train continent asiatique à Hanoï le soir et Rio sur des choses qui sont tout à fait courantes. Mais je pourrais en parler pendant pas des heures, des journées complètes, sur cette notion de contextualisation. Vous allez en Mongolie, par exemple, où il y a le nomadisme qui existe encore, et ben les yourtes sont toutes blanches. Voilà, il n'y en a pas une rose, il n'y en a pas une verte, il n'y en a pas une qui fait 3 fois plus que l'autre, il n'y a pas des yourtes à 3 étages, non, les yourtes sont toutes les mêmes. Voilà, quelle qu'elle soit la position sociale des personnes. Donc la contextualisation sociale du nomadisme donc mongol, qui était quand même les premiers empires, Genghis Khan quand même, c'était les plus grands empires qui ont jamais existé au monde jusqu'à aujourd'hui. Leur pouvoir aujourd'hui, leur ascension sociale, elle est exprimée au travers de nombre d'animaux qu'ils possèdent à haute pattes et à petites pattes. Parce que les hautes pattes donc, a une connotation masculine et les petites pattes a une connotation féminine. C'est-à-dire que les hommes, elles s'occupent des hautes pattes, les dromadaires, les chameaux et les chevaux, et les femmes, elles s'occupent des petites pattes, les chèvres, les moutons, des chiens, etc. Voilà. Et donc, c'est le nombre de hautes pattes qu'on a, et le nombre de petites pattes qu'on a de l'autre côté, pas que la yourte. Tandis que quand vous êtes donc je sais pas, à Los Angeles, effectivement, bah, c'est votre villa, elle fait tout le tour, voilà, sur 1 kilomètre, vous êtes très riche, voilà, vous voyez. Donc c'est ce que j'appelle la contextualisation et les services et les usages, ils sont liés à cette contextualisation. Si vous allez en Mongolie à vendre des yourtes à 2 étages, personne vous achètera, voilà. Donc parce que ça fait pas partie du modèle social. Et en même temps, d'un point de vue spirituel, quelles qu'elles soient aujourd'hui les déviants de cette spiritualité, l'entrée des yourtes, sa porte, elle est toujours très petite en largeur et très basse. Parce que ça amène le visiteur ou la personne qui rentre toujours à faire un geste donc d'humilité quand il rentre. Voilà, parce qu'on doit baisser la tête. Voilà. Donc, ce sont deux choses qui restent et qui obéissent à un contexte culturel. C'est pour ça que j'ai dit une ville. Elle est toujours contextualisée dans un contexte d'histoire, géographique, géopolitique, sociologique, des religions, etc., qui lui-même est en mutation. Et quand on veut parler de la ville intelligente, c'est notre capacité à nous adapter à cet ensemble contextuel pour comprendre en même temps ses besoins, donc ce qu'on appelle les usages et les services, interorganismes vivants, mais en même temps comprendre sa fragilité également, donc ce qu'on appelle les hasards, les événements, et ce que j'appelle donc dans mes derniers écrits que j'ai fait récemment, donc la vulnérabilité de la ville, c'est-à-dire aller du hasard à la vulnérabilité. Jusqu'à maintenant, donc sur la complexité, on travaille beaucoup sur les hasards, et aujourd'hui, donc on structure cette pensée autour d'un terme beaucoup plus large qu'on appelle la vulnérabilité de la ville, qui elle est socio-géographique, socio-territoriale, parce que les fragilités, elles ne sont pas les mêmes. Quelque chose qui nous paraît à nous très fragile ici, par exemple le RER A, pour ceux qui vivent à Paris, qui traversent d'est en ouest donc la ville, par une problématique d'aménagement urbain, c'est-à-dire que les grandes sociétés du tertiaire qui embauchent des cadres donc au centre à l'ouest avec des grandes tours de défense et autres, et les mêmes cadres, je dirais moyens, qui sont en zone donc je dirais des périurbaines, parce qu'ils veulent tous parce qu'ils veulent être dans un endroit loin de Paris, avec une maison qui a une piscine, un garage, machin, etc. Ils prennent le RER A, donc c'est la ligne des
transport la plus chargée en Europe, 1 million de voyageurs par jour pour ceux qui prennent cette ligne-là, mais ça obéit à ces contextes-là. Et c'est quand même un lieu extrêmement fragile, source de beaucoup très anxiogène. Mais si vous allez à São Paulo, qui est une ville qui a, elle, donc aujourd'hui pratiquement entre 20 et 25 millions d'habitants si on compte la totalité, il n'y a que 5 lignes de métro et avec d'autres fragilités. Voilà. Donc c'est pour ça que la notion, je dirais, des évolutions de la ville au niveau paradigme ont évolué. Donc d'abord, on voyait la ville avec une vision technocratique, avec des infrastructures. Donc l'infrastructure de transport, le métro, les bus, les services d'eau, les services d'électricité, les chauffages par les sols, etc. Et aujourd'hui, donc avec le développement de tout ce que je viens de dire, on est non seulement sur des infrastructures qui sont totalement imbriquées, mais en même temps avec des services qui eux-mêmes sont imbriqués, qui ont cédé la place, je dirais, de l'objet, où on ne raisonne plus un objet, mais on raisonne un service, plutôt un usage. Donc je le disais par exemple, là on ne parle plus en possession d'un objet véhicule, on parle plus en termes d'usage de la mobilité. C'est-à-dire que par ces démarches-là, on dépasse l'objet, on transcende l'objet. Ce n'est plus la voiture qui est intéressante, c'est l'usage, la mobilité, la multimodalité. Et donc, c'est par l'usage qu'ensuite, après, on revient vers l'objet. Et l'objet, il s'instancie. Il s'instancie en voiture électrique, il s'instancie en borne électrique, un Vélib, un scooter électrique peut-être, un son de marche. Voilà. Donc, pour l'éducation, c'est pareil. Donc, on allait à la fac. Donc, on allait suivre que la fac, on allait écouter les profs. Donc, c'était mon job. J'allais les élèves qui venaient, j'avais mes amphis, j'avais fait mes trucs, voilà, il y avait les traitements. Aujourd'hui, c'est bouleversé parce que les infrastructures, elles sont imbriquées. Les infrastructures de haut débit qui existent au niveau numérique, s'imbriquent avec la mondialisation, avec la contextualisation globale, avec l'arrivée des MOOC, les MOOC en ligne. Donc, aujourd'hui, d'une certaine manière, on n'a pas forcément plus besoin d'aller comme on allait à la fac. On a aujourd'hui une ouverture, d'ailleurs par ailleurs. Je peux être inscrit à la fac qui s'appelle plus Orsay, mais qui s'appelle maintenant Université Paris-Saclay, parce que c'est les regroupements des très grandes écoles et des grandes universités. Mais en même temps, je peux être inscrit sur le MOOC du MIT sur innovation sociale et organisation. Et ça, je le fais en parallèle. Et donc, je peux discuter quasiment d'égal à égal avec mon prof, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, quand dit Michel Serres, dans une conférence qu'il a donnée il n'y a pas longtemps au Collège de France, il disait que moi, quand je suis prof, 80% de ce que j'ai donné comme discours, finalement, il est déjà dépassé parce que ceux qui m'écoutent, ils le connaissent, ils savent ce que je vais dire, elle anticipe mes paroles. Donc il reste juste peut-être d'entre 20 et 15%. Et peut-être que je vais les apporter des choses nouvelles sur 5%. Et les 10 ou 15% qui restent, c'est uniquement la capacité à les convaincre qu'il faut douter en permanence. Voilà. Qu'il n'y a que les doutes quand ils s'installent qui nous permettent d'avancer et de progresser. Et ça, on le trouve dans son camp de MOOC, ça, on le trouve dans son concours en ligne. Ça, c'est justement la capacité de l'intelligence humaine à évoluer. Voilà. Donc, c'est cette notion d'usage, je dirais, qu'il faut mettre en valeur. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, donc, quand on parle de la ville à ce niveau-là, c'est que, effectivement, les infrastructures ont existé depuis toujours, hein, les villes, donc, avec ces portes fermées, ces murailles, etc., qui est un élément important donc jusqu'aujourd'hui. L'espace public, parce que l'espace public, depuis les Étrusques jusqu'aujourd'hui, donc ce sont des lieux de brassage, ce sont des lieux d'échange, ce sont des lieux dans lesquels la diversité s'exprime, ce sont des lieux de rencontre, ce sont des lieux d'émergence. La res publica, parce que c'est la politique des choses, donc c'est-à-dire la manière comme on peut créer des règles, ou tout au moins des codes de conduite communes pour évoluer. Et bien sûr, donc les citoyens, les civistes, donc quelle qu'elle soit la ville au monde où nous sommes effectivement. J'ai parlé de la contextualisation qui existe, mais effectivement, je disais, il y a les invariants. Donc, il y a ces 4 invariants partout. Les infrastructures, l'espace public, la politique des choses et les citoyens. Et ce qui est nouveau aujourd'hui au XXIe siècle, donc qui est venu s'y rajouter, et j'ai dit au XXIe siècle, pas au XXe, c'est la notion d'ubiquité, l'ubiquitous, ce qu'on appelle l'ubiquitous computing, donc qui est la vraie révolution du XXIe siècle, c'est-à-dire la capacité à avoir de l'innovation technologique dans laquelle la puissance de ce qu'on appelle les numériques et de la révolution technologique va ramener comme innovation au service dans la ville de 2 grands aspects donc, dans lesquels on va se retrouver. D'un côté, l'inclusion sociale, parce que si les citoyens n'est pas au centre, à ce moment-là, on est en train de travailler de manière technocratique et froide.
et de l'intelligence urbaine, parce que ça signifie qu'il faut faire évoluer en même temps les infrastructures, les espaces publics. Les innovations technologiques, en fait, ça nous permet de comprendre les révolutions scientifiques et technologiques qui sont en cours, comprendre ce qui anticipe les ruptures à 10, 15, 20 ans. Et l'innovation technologique, c'est les capacités à les concrétiser aujourd'hui au service de la ville, donc nouvelle, qui est la ville inclusive et qui est capable de vivre avec un développement urbain de la ville des natures différentes. Et moi, j'ai dit, c'est important parce qu'on parle souvent de la ville des démons, la ville du futur. Et moi, j'ai dit que la ville des démons, la ville du futur, elle s'est construite dès aujourd'hui. C'est-à-dire que sinon, on est dans la procrastination et la prospective. Et je ne suis pas ni prospectiviste et encore moins procrastinateur. Donc, il faut imaginer dès aujourd'hui comment les ruptures technologiques qu'on observe donc au niveau scientifique, comment ces anticipations au niveau mondial peuvent se décliner à l'innovation qui, elle, dans un contexte donné d'une ville, nous ramène ces deux grands axes, inclusifs et socialement, et développement urbain de nouveaux types. Et j'ai dit contextualiser, parce que l'innovation technologique qu'on va appliquer à Paris, ça ne sert certainement pas la même chose qu'on va appliquer à Jakarta, ou à Singapour, ou à Bombay, ou à Santiago, parce que le niveau d'acceptabilité sociale n'est absolument pas de la même nature. Voilà. Donc l'acceptabilité sociale de la vidéosurveillance, par exemple à Paris, reste un problème complexe. J'ai beaucoup travaillé. L'architecture qui est mise en place aujourd'hui à Paris, modestement, ça a reposé sur mes épaules quand j'étais à la tête des startups, qui effectivement a été par la suite acheté par le groupe GTF Suez. Donc j'ai vécu tout le projet des vidéosurveillance de la ville de Paris d'un point de vue technologique. Et son acceptabilité sociale, elle est extrêmement difficile. Je le disais tout à l'heure à Rio. À Rio, ils ont construit les centres d'opération de Rio. C'est-à-dire, c'est un control room énorme, c'est un amphi de fac, bardé donc des écrans de contrôle, qui centralise un certain nombre d'informations capillaires de tout ce qui se passe dans la ville, en termes d'imagerie, en termes de circulation, en termes des problématiques, des dysfonctions, etc. Et non seulement il y a une très grande accessibilité sociale, mais c'était demandé. Comme je disais tout à l'heure, la Géo disait, mais partager ma voiture ne m'intéresse pas, mais par contre, surveillez-la. Les gars qui m'a piqué ma bagnole, il faut qu'on le retrouve dans la journée. Et il valait mieux que ce soit le flic qui retrouve les gars, à que ce soit les gars qui le retrouvent. Parce que si les flics les retrouvent, on a une chance qu'au moins sa ville soit préservée. Si c'est les gars qui le retrouvent, là, c'est pas terrible comme situation. Voilà. Donc c'est pour ça que l'innovation technologique doit être au cœur, je dirais, de la contextualisation de la ville, avec cette notion d'intelligence sociale, d'intelligence urbaine. Et c'est ce qui nous amène effectivement à comprendre, dans ces contextes différents, comment les technologies et les innovations peuvent rencontrer des usages et des services nouveaux. Je caricature un peu, mais je l'ai fait exprès. Imaginez, ça c'est la plage de Copacabana, il y a 2 ans, le 31 janvier. C'est une petite bande qui fait même pas 1,5 km de large, qui fait 5 km de long. Vous en avez 4 millions de personnes qui passent les 31 décembre jusqu'au 1er janvier, qui s'agrègent là. Voilà. Mais imaginez, pas seulement donc la foule des 4 millions de personnes qui est là, qui vient voir le feu d'artifice, c'est grandiose, etc. Mais imaginez la chaîne systémique. Imaginez la systémique qui va avec. Imaginez les interdépendances. Imaginez tous les systèmes croisés qui génèrent ça. C'est-à-dire qu'il y a 4 millions de personnes qui arrivent dans le même lieu. Il y a là des touristes, il y a peut-être la moitié des touristes, ils viennent par avion, etc. Il y a l'hôtellerie, il y a à manger, il y a les transports, il y a la sécurité, il y a l'infrastructure, les secours, les pompiers, si ça dégénère, les bagarres, les gens qui picolent, les vols. Bon, voilà. Ça, je caricature un peu, mais il faut faire abstraction du fait qu'on voit ça avec 4 millions de personnes qui sont là, mais il faut savoir que ça se répète plusieurs fois dans l'année. Donc ça, c'est le 31 décembre. Mais là, c'est le carnaval. Donc, et là, c'est plutôt à l'échelle de pratiquement tous les centres-villes. Voyez. Donc, c'est cette chaîne systémique qui montre également d'un côté le côté vivant de la ville, puisque la ville fait partie, la fête, de la nature humaine, et en même temps la fragilité que ça entraîne. J'aime bien montrer cette photo parce que c'est une vraie photo à la mer en Chine, puisqu'il y a une classe moyenne qui a émergé. Parce que maintenant, ils ont connu les congés payés qu'ils n'avaient pas avant. Parce que maintenant, donc, ils peuvent épargner en yuan et avoir un compte privé. Et que maintenant, ils disposent donc d'un appartement et d'une voiture. Et ils ont découvert la mer et ils ne savent pas nager. Voilà. Donc, c'est des nouveaux usages sociaux liés
à la bascule du monde. Le monde qui était dans cet axe dont j'ai parlé au début, nord-ouest, il bascule dans un axe, donc au sud-est. Et ça donne des choses comme ça. Parce que du coup, ces gens-là, il y a 20 ans, il y a 30 ans, bah, ils étaient à majorité paysanne, où ils vivaient, donc on lui a fait travailler dans des conditions. Aujourd'hui, ils sont en pouvoir d'achat. Et ces pouvoirs d'achat, ils l'expriment. Donc en montrant une ascension sociale, je le disais tout à l'heure, avec des comptes bancaires, avec une voiture, etc. Mais maintenant, ils sont 15 jours de congé. Donc où ils se déplacent, et ils ne connaissent pas la mer. Et donc la mer... Il y a cette notion, j'appelais les miroirs flous, c'est la théorie que j'ai développée, c'est-à-dire qu'on est dans cette économie occidentale qui, elles, sont en décroissance, elles sont sur les déclins, on a des gros problèmes donc des modèles économiques, des modèles des sociétés, d'infrastructures, on a des problèmes énergétiques qui sont relativement insolubles, on s'est livré à impasse. Voilà. Mais ces économies émergentes, ils veulent vivre comme nous, on vivait ici, ou on ne veut plus d'ailleurs. Voilà. Donc ils veulent, c'est payer des vacances, aller à la mer, nager, bronzer, etc. Bon, peut-être pas bronzer, parce qu'en Chine, effectivement, culturellement, on ne bronze pas, donc on se protège, etc., etc. Et donc ça donne ça. Voilà. Et c'est une photo tout à fait récente. Et quand vous vivez ça, les jours de l'an, donc dans une gare comme Shanghai, par exemple, c'est à l'échelle d'une région pleine. Donc, c'est quasiment 8 millions de personnes qui se déplacent pendant une durée très courte d'une semaine, qui font l'aller et qui font le retour. Donc, imaginez la chaîne systémique qui va avec. J'aime bien montrer ça parce que ça, c'est la ville de Lagos. Et c'est intéressant en termes d'usage et en termes de basculement du monde. Je disais que le Nigeria sera la 4e puissance démographique au-devant des États-Unis à l'horizon 2030. Lagos est une ville qui est sortie des rien. Le Nigeria est la 2e puissance économique de l'Afrique, puisqu'elle est riche en pétrole et en gaz. Le président François Hollande était d'ailleurs, il y a 15 jours, au Nigeria. Lagos est sorti de rien, c'est-à-dire des gens qui, il y a 30 ans, c'était rural, ils cultivaient des salades. Et ça a donné lieu à une ville qui est un capharnaüm complet. Mais contextuellement, personne ne s'énerve avec ça. Et ils appellent ça des bouchons, ils n'appellent pas ça des bouchons, ils l'appellent go slow. Voilà, on va lentement, mon frère, voilà. Donc la vie s'est adaptée au go slow. Voilà. Et là, vous voyez, il y a les transports en commun, mais ici, il y a les gens qui bouffent, les gens qui mangent, les gens qui font des courses, les gens qui discutent, les gens qui vendent des fruits par la... etc., etc. Mais le Nigeria, contextuellement, est un pays anglophone. Contextuellement, c'est un pays qui a une diaspora anglophone, qui s'est éduqué dans les pays anglo-saxons, Harvard, entre autres, Stanford, etc. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, donc, dans le contexte des basculements de la planète dans l'axe donc, nord-ouest vers est et sud, ils sont revenus chez eux. Ils sont revenus avec de la connaissance. Ils sont anticipés des mutations scientifiques. Ils se sont appropriés des mutations technologiques. Et ils ont été en contact avec des innovations en Occident et en Amérique en particulier. Et ils sont arrivés là-bas. Et dans la croissance de ces villes chaotiques, des villes comme Lagos qui devient une ville globale, une ville monde, et l'impact, puisque c'est une ville donc, qui a une frontière avec les Bénin, donc anciennement Dahomey, vous avez tout un impact sur, je disais, 5 km, donc ça touche d'autres villes d'ailleurs, il y a des couloirs qui sont créés, des mouvements, etc. Et au niveau technologique, au niveau des médias technologiques, c'est les pays au monde où il y a les plus des technologies en termes d'usage développées, validées et utilisées plusieurs fois par jour en termes de commerce électronique, en termes de e-shopping, en termes de téléphone avec ce qu'on appelle la puce NFC, le Near File Contact, c'est-à-dire la possibilité de faire des achats juste avec son téléphone comme ça. Les plus importantes levées des fonds, les startups les plus belles en e-shopping, en commerce électronique aujourd'hui, elles se développent donc dans la Lagos Valley. Voilà. Parce que ça vient de l'hybridation d'un monde nouveau qui a été découvert quand il y a eu la migration de la diaspora nigérienne vers les pays anglo-saxons et qui s'est enrichi du contexte, donc, comme celui-ci du Goslo, pour créer des nouveaux modes d'usage parce que qui va aller faire ses courses au carrefour là-bas au coin et retourner là avec son chariot? Voilà. Donc du coup, on a développé. Et une société comme Orange, française, l'année dernière, elle a investi 800 millions d'euros donc, autour de Lagos et sa région pour acheter tout le réseau, tous les tours relais des transmissions pour amener la 4G avec une couverture complète. C'est-à-dire que là, on aura une couverture et une qualité de service de la 4G dans toutes ces régions-là, par Orange,
plus importante, celle que nous avons ici. Pourquoi? Parce que la responsabilité sociale de l'innovation technologique de rupture que l'NFC, elle ne rentre pas, elle ne rentre pas chez nous. Donc on fait des pilotes, on essaie, les téléphones NFC, voilà. Qui utilise son téléphone pour faire des courses avec les 5 contacts? Je prends ici sur 50 personnes, je pense qu'il y en a vraiment très peu. Donc même moi je n'utilise pas. Donc parce que voilà, je trouve que le truc n'est pas au point. Et surtout, c'est que l'innovation technologique, elle n'est pas en phase avec les usages. Donc je reviens à l'usage. Donc quand il y a un usage social, comme celui de la mobilité à Paris, la mobilité à Paris a été une rupture de l'innovation technologique par l'usage social. Et Bolloré et Déco, chacun à sa manière, ont fait un pari de l'usage social. Et ils sont investis chacun, et la ville leur a prêté, la ville de Paris, son infrastructure, donc son Urbis et son Spatium, pour tester avec les Civis s'il y avait une autre manière de se déplacer à Paris, avec les usages. Et grâce à l'innovation technologique de l'Ubiquitous, on a créé sur Paris, effectivement, un usage nouveau qui est la mobilité, qui est effectivement aujourd'hui un succès complet. C'est une ville aujourd'hui qui exporte le concept de la mobilité partagée un peu partout, Londres bientôt, etc. Et cette image de droite, elle est intéressante parce qu'elle remonte. Donc, je vous montrais tout à l'heure les joyeux, donc la joyeuse baignade chinoise, et, qui est récente. Mais cette photo est la plus ancienne. Elle remonte au 14 août 2010. Donc, le 14 août, c'est un jour que nous, Français, maudissons quand on se déplace, parce que le 14 août, c'est les vacances, il y a beaucoup de bouchons partout. Cette photo, elle est intéressante parce que le contexte, c'est une autoroute qui relie donc au Pékin, donc c'est la capitale du Nord, comme on l'appelle en chinois, qui va jusqu'à la Mongolie. Donc cette autoroute, elle est faite pour accueillir 50 véhicules par jour. Cette photo a été prise donc le 14 août 2010 parce qu'elle correspond à un bouchon qui a duré 10 jours. C'est un bouchon d'une centaine de kilomètres. Le bouchon a duré 10 jours. C'est-à-dire que la moyenne des déplacements forcément était d'1 kilomètre par jour. Et d'où ça vient ça? Parce qu'ils ont construit une autoroute, donc bien avant 2010 forcément, parce que c'est très long construire une autoroute, qui relie Pékin avec la Mongolie. Et il y a donc une problématique qui est l'énergie en Chine, puisque c'est la deuxième puissance économique du monde, bientôt la première, et qui n'a pas de puissance nucléaire, et qui donc c'est essentiellement la centrale thermique au charbon, avec tous les effets polluants, tout ce que vous connaissez, et qui est absolument dramatique, avec les smogs dans les grandes villes, l'empoisonnement perpétuel et permanent et grandissant qui met en danger, etc. etc. Donc, comme le gouvernement chinois a dû céder à un certain nombre de pressions internationales pour fermer des mines de charbon pas loin de Pékin, parce que Pékin est impraticable, vous avez des smogs qui durent jusqu'à 6 jours, hein. Il n'y a pas longtemps, c'était vraiment 6 jours, et il a fallu que les gens restent chez eux, etc. Donc la fermeture de mines de charbon autour de Pékin a généré l'apparition de mines de charbon en Mongolie, un peu sauvage, et les trafics des poids lourds qui importent donc le charbon de la Mongolie jusqu'à Pékin. Et du coup, cette photo-là, elle correspond donc en fait à 500 000 véhicules par jour, c'est-à-dire x10, avec des poids lourds, etc. Et ça a été des jours de bouchons qui ont donné lieu par ailleurs, et c'est intéressant d'un point de vue socio-économique, à une économie locale qui a vécu de manière éphémère pendant des jours. Parce que quand vous avez tous ces gens-là pendant des jours, coincés dans leur bagnole, qu'ils s'avancent 1 kilomètre par jour, il faut bien qu'ils dorment, il faut bien qu'ils bouffent, il faut bien qu'ils aient de l'eau, etc. Donc il y a toute une économie locale qui s'est créée pour satisfaire les besoins de ces gens-là pendant des jours. Voilà. Cette photo, bon, vous connaissez tous, hein, les matchs Paris Saint-Germain à Paris, il n'y a pas longtemps, lors de la Coupe de France, avec le Champs-Élysées qui ont été mis à sang et à feu pendant toute une journée, donc, etc. Donc je vais montrer que les tensions sociales, c'est pas uniquement un Sopolo, c'est pas uniquement enfin fond, ça arrive aussi chez nous. Voilà. Ces blackouts, c'est pas bon. L'Inde a subi un blackout important début janvier où la moitié de l'Inde a été coupée. Donc, pendant une semaine en énergie, vous imaginez ce que ça représente. Cette photo, elle est assez classique, c'est la Bretagne. Hein. Donc, puisqu'on a une très grande fragilité énergétique en France, en Bretagne et en région PACA. Donc, vous avez qu'en région PACA, on n'a que 2 postes de haute tension pour toute la région.
Et donc, quand il y a de la neige ou quand il y a des difficultés et qu'il y a des disjonctes, on se retrouve avec des sérieux problèmes d'approvisionnement. Et de manière plus structurelle, vous savez qu'en Bretagne, on a une grosse difficulté d'acheminement de l'énergie, etc. Donc, bon. Et cette photo, j'aime bien parce que ça montre, je dirais, les côtés socio-économiques, quand ça impacte la ville, les shutdowns américains, quand les républicains et les démocrates ne se sont pas mis d'accord, et que l'essentiel des services des villes ont été fermés, etc. Les zoos, la Statue de la Liberté, les villes se sont arrêtées de fonctionner parce qu'il n'y avait plus. Et celle-ci dramatique qui nous guette tous les jours, parce qu'il y a Fukushima, mais il n'y a pas que Fukushima, sauf que pointant un peu à l'extrême, comme toutes les photos que j'ai qui sont un peu à l'extrême, c'est plutôt, je dirais, la caricature, mais pas tant que de la caricature. Voilà. Donc je dis, et je vais commencer à finir, je vois Emmanuel qui s'impatiente à côté. Donc notre défi, c'est l'hybridation sociale ubiquitaire, c'est-à-dire que les ruptures technologiques, elles n'ont pas de sens s'ils ne sont pas alignés avec l'hybridation sociale quand on raisonne à l'échelle des villes dans sa complexité. Et je tiens à dire, et je l'ai dit toujours à mes collègues scientifiques, j'ai la chance de venir des sciences dures. Je suis un scientifique des sciences dures qui travaille beaucoup l'ethnologie, l'anthropologie également, puisque la problématique des villes nous amène à réfléchir de manière transverse, transdisciplinaire, ce qui est vraiment mon truc. Et je dis, la révolution numérique, arrêtez de nous dire que la révolution numérique, donc, elle est une révolution d'aujourd'hui. On vient de fêter les 25 ans de la naissance du web. Donc, Tim Berners-Lee, il a créé il y a 25 ans au CERN. Donc, la révolution numérique, elle date du siècle dernier. Elle date du XXe siècle. Et ce que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, c'est pas la révolution numérique, c'est-à-dire la révolution numérique, c'était les cyberespaces, le web, c'est-à-dire des espaces de web maillés grâce donc au fait qu'il y avait des protocoles qui permettaient d'afficher des pages un peu partout et dans ces affichages mettre plein d'informations. La vraie révolution que nous vivons aujourd'hui, et celle-ci, c'est la révolution ubiquitaire. C'est pour ça que je disais les ubiquitous computing. C'est ça le paradigme. Quand vous regardez ça, ubiquitous computing, c'est la capacité d'avoir un maillage planétaire des hommes et des objets. On appelle ça l'Internet of Everything. L'Internet pour tout, pour tous les objets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez chacun à côté de vous, les téléphones, les smart devices, etc. Il y en a autant que d'habitants sur la planète. Il y a 7 milliards d'habitants, il y a pratiquement 7 milliards de smartphones. Mais à l'horizon, donc, des 10 ans, on va être sur 8 milliards d'habitants et on va être sur 20 milliards de devices. Et à l'horizon de 20 ans, on va être peut-être sur 9,5 milliards d'habitants, on va être peut-être sur 40 milliards de devices. Parce que l'ubiquité est l'association du silicium, de l'intelligence, de la mobilité, de la géolocalisation et de l'embarquabilité. Et donc, il nous traverse partout, à tout moment, grâce à cette capacité à devenir donc extrêmement léger et puissant. Il faut savoir que la puissance d'un iPhone, même pas celui que vous avez là, mais un iPhone 3, que n'importe quel adolescent boutonneux a pour faire des SMS graveleux dans cette classe, correspond à la puissance des calculs qui a permis au programme Apollo, en 69, d'envoyer des hommes sur la Lune. Voilà. Toute la puissance du programme Apollo à l'époque, la salle des calculs qui a permis à l'homme de faire un petit pas pour l'humanité, en fait un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, la puissance des calculs est celle d'un iPhone 3. Donc imaginez, c'était en 69, donc il n'y a même pas 50 ans qui sont passés, et on les procède tous et chacun, et encore plus, parce qu'on est à l'iPhone 5, et en plus chacun il en possède au moins 2 entre l'iPhone, l'iPad, etc., etc. Donc c'est cette révolution qui aujourd'hui arrive dans les objets, les voitures connectées, les Google, en fait, etc. Donc c'est l'homme connecté, l'homme augmenté. Donc c'est toutes ces capacités de ce qu'on appelle, donc je dirais, la vie augmentée. Certains vont très loin, donc ils parlent des transhumanités, pour reprendre les mots du directeur de la recherche de Google, donc Ray Kurzweiler, qui parle de transhumanité. Il dit dans 30 ans, on aura des machines qui auront une capacité de pensée supérieure à l'homme, par exemple. Donc, bon. Mais en réalité, c'est ça la vraie mutation que nous vivons aujourd'hui. C'est ça la vraie rupture scientifique et technologique, l'informatique ubiquitaire. Mais je l'ai dit aussi, on dit toujours la révolution numérique. J'ai dit non, c'est la révolution ubiquitaire, premier point. Mais il n'y a pas que celle-là. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, on vit une période exceptionnelle, puisque au travers de l'humanité, on a eu une révolution qui était liée à un matériau. Donc on a eu l'âge de pierre, on a eu l'âge de bronze, on a eu l'âge de fer, on a eu l'âge de silicium. Donc à chaque fois, c'est un matériau. La machine à vapeur, pardon, avant. Donc la machine à vapeur,
et après les siliciums. Donc à chaque fois, c'était un matériau qui transformait l'humanité. Quand on a découvert la pierre, quand on a eu le fer, les bronzes, l'humanité a été transformée. Voilà. Donc on avait les bronzes, voilà, on a fait les épées, et allez, hop, on y va. Voilà. Mais aujourd'hui, nous vivons la révolution donc, des siliciums, mais ce n'est qu'une des révolutions. Ce n'est qu'une. Parce que nous avons en parallèle 3 autres révolutions de la même profondeur, sauf qu'elles ne sont pas visibles au même niveau. Celle qui est le plus visible dans nos usages de tous les jours, c'est l'ubiquitaire, parce que tout le monde a un smartphone et tout le monde voit comment ça transforme nos vies. Mais la révolution de la nanotechnologie, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui capables de maîtriser les milliardaires de l'atome. Nous sommes aujourd'hui capables de travailler au niveau subatomique. Nous sommes aujourd'hui capables de construire des capteurs donc, qui échappent à l'œil. C'est imaginer qu'à partir de la Lune, on voit un cheveu. C'est ça les milliardièmes. Vous êtes sur la Lune et vous voyez un cheveu sur Terre. Donc ça va transformer, en tant que révolution nanotechnologique, nos usages également. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons la robotique cognitive, c'est-à-dire la manière comme des intelligences artificielles aujourd'hui existent. Et les problèmes qu'il y a eu à Paris avec les taxis, les véhicules avec chauffeur, etc., c'est lié à cette robotique cognitive. Parce qu'il faut savoir que Uber, le véhicule de tourisme avec chauffeur, c'est une filiale de Google. Voilà. C'est Google Venture qui a investi dans Uber. Ce n'est qu'un pas vers le véhicule sans chauffeur, c'est-à-dire le véhicule robotisé. Et pour ceux qui vont à Berkeley ou en Californie, quand je suis allé en Californie, déjà, il y a 1 an et demi, j'ai croisé des Google Cars automatisés et personne ne s'offusquait. Et ils n'ont pas d'accident. Et ils ont fait déjà l'ensemble de Google Cars. Ils ont fait 150 km dans les routes de Californie parce qu'ils sont autorisés. Donc ça, c'est un type de robotique, comme la robotique d'assistance, comme la robotique également pour le 3e âge, etc. Parce que l'humanité, dans certains endroits, arrive à avoir besoin des supplétifs artificiels. Quand vous voyez un pays comme le Japon, quand vous allez à Tokyo, aujourd'hui, vu le nombre de fragilités des seniors, aujourd'hui à Tokyo, c'est la ville dans laquelle on vend plus de couches pour les vieux que pour les bébés. Donc, déjà quand il y a ça, ça veut dire que tout ça, ça représente un écosystème à lui tout seul, en termes d'assistance, en termes de qualité de vie, en termes, etc., etc. Voilà. Donc, et bien entendu, la révolution biosystémique, parce qu'elle change les rapports entre nous et notre corps. L'ADN, la maîtrise de l'ADN, la maîtrise des décodages génétiques, etc. Donc, ce sont des mutations profondes qui, elles, correspondent aujourd'hui à des ruptures scientifiques qui vont devenir des innovations technologiques quand elles vont rencontrer les usages, au même titre que la révolution ubiquitaire a rencontré les usages. Voilà. Ça, c'est la révolution ubiquitaire. Ça veut dire qu'on avait Internet, mais ce n'est pas parce qu'on est Internet qu'on est un homme social. Pour ça que j'aime bien cette photo, voilà, parce qu'on peut être connecté à Internet, mais ne pas avoir aucun lien social. Nous, au niveau international, on appelle ça les zombies geeks. Un zombie geek, c'est quelqu'un qui est connecté, mais 24 heures sur 24, mais qui n'a aucun lien social. Donc moi, je préfère, par rapport à quelqu'un qui est connecté, qui dort socialement, les termes, ce qu'on appelle les digizen, les digital citizens, c'est-à-dire les citoyens connectés, qui, eux, sont dans une démarche des liens sociaux, d'usage social. Et c'est très important parce que c'est ça qui crée effectivement au travers les nouvelles émergences ubiquitaires, les nouveaux réseaux sociaux de nouvelle génération, des usagers et services qui seront donc avec la puissance de la géolocalisation, avec la puissance de la mobilité et avec l'Internet des objets, les digitales qui traversent nos vies, et c'est ça qui permet de créer des nouveaux usages et des nouveaux services, parce que finalement, ce n'est que quand il y a l'acceptabilité sociale des usages, qui alors l'ubiquité permet de faire la rencontre entre le monde physique et le monde digital. Parce que là, je reste très aristotélicien, en quelque sorte. Je ne crois pas à la confrontation entre le monde réel et le monde virtuel, parce qu'il n'y a qu'un monde. Il y a le monde réel, le monde où on respire. Quand on arrête de respirer, on est mort, on n'existe plus. C'est vrai pour nous humains, mais c'est vrai pour une ville. Regardez ce qui se passe avec des smogs, avec des pollutions. Quand on ne peut plus respirer, on est mort. La vie n'existe plus. Donc, tout ce qu'on peut faire ici, en termes des rencontres autour de l'ubiquité, des révolutions technologiques et des innovations, c'est
lui permettre qu'elle rencontre les usages et les services avec une activité sociale pour que la rencontre et le monde digital avec le monde physique soit également source de création et des valeurs. Et là, effectivement, on peut avoir des choses intéressantes que je n'aurai pas le temps de développer ici. Donc, des images comme celle-ci, Medellín, qui était une ville qui, il y a 30 ans, c'était donc une ville des violences, les lieux mondiaux de la coke et de la drogue, et qui aujourd'hui est une ville la plus évoluée au monde. Regardez ça. Ça, c'est le métro câble. C'est Poma. C'est ce qui vous permet de faire du ski ici. Voilà. Cette ville a gagné les prix mondiaux de l'innovation par le Wall Street Journal. C'est la première ville au monde à avoir créé un métro câble, c'est-à-dire tout un service des transports publics aériens avec Poma, financé par l'Agence française de développement, et qui permet donc de parcourir du centre-ville toutes les régions périphériques, parce qu'il y a beaucoup de collines là-bas, c'est quand même les Andes, et donc qui sont excentrées avec beaucoup de favelas. Et autour de ces programmes de mobilité, ils se sont créés des bâtiments comme celui-ci. La place qui était ici, c'était les lieux où il y avait le plus de meurtres au monde. Il n'y a même pas 15 ans, ici même. J'ai pris cette photo, c'est moi qui l'ai prise, ici, où il y a 15 ans, c'était impossible. Jour ou nuit, voilà. Il y avait les cadavres qui étaient amoncelés ici. Aujourd'hui, vous reconnaissez, pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, donc l'architecture un peu à la manière des constructivistes, des Franck Gehry avec des ruptures. Ça, c'est une bibliothèque magnifique, avec des vrais bouquins, des vrais livres, hein, où on passe les pages, on tourne les pages, etc., qui se salissent, avec du café, etc. Et il y a un des centres les plus importants de hangout, c'est-à-dire des téléconférences, d'apprentissage à distance, etc. Ici, il y a des pépinières d'entreprise. Juste là, à côté, en montant, vous trouvez les rues qui sont devenues donc, des lieux de la Mecque de street art, qui sert donc comme espace public urbain, des lieux de catharsis pour le jeune, donc, où ils s'expriment hein, de manière catharsique autour de l'art par rapport à leur vécu. Et c'est extrêmement important, émouvant. Vous avez ici des centres d'aide sociale, bon bref, et c'est maillé de partout. Et en bas, vous avez des centres technologiques. Mon ami Carlo Ratti du MIT a développé avec le programme qu'on appelle la ville sensible, la ville légère, tout un programme avec de l'université, des centres technologiques, etc. Voilà. Ça, c'est en France, c'est à Dijon. Bon, là, je n'aurai pas le temps de développer tout ça. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est cette approche transverse qui nous permet de créer une vraie hybridation sociale ubiquitaire dans laquelle la réalité donc, est tirée en fait, elle est tirée, elle est poussée grâce donc à la technologie, mais ce n'est pas parce que c'est la virtualité qui nous permet de créer de nouvelles choses, mais c'est parce qu'elle est mise au service de cette hybridation et des manières un peu transverses. Voilà. Donc moi, j'ai plaidé au niveau international pour faire des villes, ce qu'on appelle les villes plateformes, faire des villes des lieux ouverts, faire des villes des lieux de brassage, non pas pour faire des pilotes, mais pour faire des vraies transformations dans les vies, comme on le fait à Medellín, comme on le fait à Quito, comme on le fait à Singapour, comme on le fait d'une certaine manière à Paris, pour ouvrir donc ce qu'on appelle des plateformes de services à l'échelle des villes, pour que la ville rencontre les usages. Comment on a transformé Paris avec la mobilité, avec ça, c'est la ville de Barcelone où j'ai la chance de travailler de manière extrêmement étroite avec la ville, où on a transformé totalement un quartier, je pourrais me démontrer les photos de 1910, totalement déshérité, ça allait front de mer. Et ici, on a construit ensemble toute une hybridation sociale ubiquitaire qui s'appelle les quartiers 22 Arrobas, qui est donc le quartier diagonal. Donc en fait, il y a une diagonale qui part d'ici, qui a été créée en 1800. Et toute cette segmentation-là était vraiment en perdition. Et on a construit ce qu'on appelle des réseaux de chaleur et des froids souterrains, comme il y a à Paris. Hein. Sauf que ça fait une économie circulaire. On a construit ici en haut une usine d'incinération pour ramasser les déchets. On génère de la vapeur, on l'introduit dans les réseaux. Ici, on a créé une usine qui désalinise de l'eau de mer. On crée des blocs de glace, parce qu'à Barcelone, il y a très peu d'eau. Et donc, on a créé des échangeurs thermiques. Donc, on peut utiliser des pics de glace comme point des boosts de l'énergie thermique. Et comme on a complètement creusé la ville, on l'a fait avec une gruyère. Toutes ces zones-là sont devenues connectées. On a créé des bâtiments, des centres culturels, des musées, des universités, etc., etc. Un peu trop, parce qu'il y a de plus en plus de bobos qui habitent et moins de gens de la vraie vie qui habitent. Donc, ça devient un problème aujourd'hui. Mais bon, et ces concepts donc d'économie circulaire amènent aujourd'hui à une ville comme Barcelone le fait que rien que ça représente 4 fois le nombre d'arbres dans la ville de Barcelone par rapport donc aux émanations de CO2.
Voilà. C'est-à-dire que plutôt qu'on aura pu planter 4 fois plus d'arbres, ben aujourd'hui, c'est l'équivalent. Voilà. C'est la ville en Europe où elle est plus, donc je dirais, par une économie circulaire, des protections donc en émissions de CO2. Vous savez que le CO2, qui est donc une des principales menaces pour nous, occidentaux et eurocentrés, c'est les réseaux de chaleur et de froid et les transports motorisés. Hein. Donc l'effet de serre est vraiment lié à ces deux aspects-là. Hein. Donc en fait, les transports motorisés, la problématique des chauffages urbains et les bâtiments tertiaires. Hein. C'est les 3 sources d'effet de serre dans les villes. Voilà. Donc on a vraiment transformé complètement, mais il a fallu 15 ans pour transformer ça. Barcelone vient de gagner la semaine dernière les prix Capitale européenne de l'innovation. Et effectivement, je suis très heureux parce que c'est une ville dans laquelle je me suis beaucoup investi depuis de longues années, avec donc voilà, cette notion des services aux citoyens de toutes sortes, bon, pas que là-bas. Voilà. Donc je termine là-dessus en disant territoire et identité, complexité, ville vivante, ville fragile, c'est très important. Il y a un petit film que je ne vais pas passer là, mais dans lequel je montre comment on peut hybrider une ville, mais une manière éphémère. Ça, c'est le 100e anniversaire du Tour de France. J'ai eu le plaisir de diriger l'équipe qui a fait, si j'avais passé le film, donc on a fait devenir de la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe des tableaux virtuels d'hybridation, c'est-à-dire qu'on a projeté tout un tas de films, en fait, ce qu'on appelle la mise en valeur du patrimoine historique, où on raconte des histoires sur les murs, sur les objets. Voilà. On l'a fait à Paris, on l'a fait à Moscou, et on a fait devenir tout un business pour une ville très connue en France, qui est la ville de Bonn, donc où il y a les hospices, etc. Et on a créé toute une économie nouvelle, et en faisant devenir de la ville de Bonn un lieu de parcours historique où tous les bâtiments, quand la nuit tombe, en période, en saison, racontent des histoires, voilà, avec des illuminations, des projections sur la ville, et avec des bornes interactives qui permettent aux gens, voilà. Et on a augmenté de 35% les gens qui viennent dans la ville, et les recettes de la ville en termes donc des nuitées, des gastronomies, des restaurants, etc. Donc parce que les gens sont fiers de leur ville, ils sont fiers d'être à Bonn, ils sont fiers de voir ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle une construction éphémère, parce qu'on a fait juste pour l'arrivée de la course. Hein, donc c'était les 5e il y a l'année dernière. On a fait des projections, on a fait de la musique, etc. Mais on fait devenir de la ville un tableau vivant, mais avec des nouvelles technologies, avec des numériques, avec la création virtuelle, avec les designs, avec l'art. Voilà. Donc je termine citant donc mon ami Saskia Sassen en disant jusqu'à maintenant c'est la technologie qui nous a conduit dans les ruptures donc au XXe siècle et quelque part elle nous a hackés, elle nous a un peu virtualisé à mauvais escient et donc aujourd'hui avec Saskia Sassen on dit il est temps d'inverser la tendance et il est temps qu'elle se fasse la ville, celle qui hack la technologie. Et quand une ville hack la technologie, c'est la rencontre entre les usages, les services, l'inclusion sociale, l'intelligence urbaine et l'innovation technologique dans un contexte qui permet son acceptabilité pour tirer tout le monde donc vers l'avant. Voilà. C'est pour ça que nous plaidons au niveau international pour faire des villes des lieux vivants, pour comprendre sa fragilité avec la résilience, pour développer également une vie en harmonie avec la nature, pour développer la culture, pour être donc en harmonie sur des modèles économiques qui correspondent aux attentes des habitants, et d'abord donc avec une vision d'inclusion sociale pour que la ville vivante devienne une ville plateforme, et pour cela, on puisse nous, chacun, citoyen, apporter dans sa ville sa contribution, on appelle ça les crowdsourcing, voilà, autour de plateformes ouvertes. Voilà. Vous pouvez savoir bien beaucoup plus sur mon site web où il y a beaucoup de production en permanence, plus voilà, les réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup.